J'étais en train de répondre à un email client quand mon téléphone s'est allumé. Maman clignotait sur l'écran. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Salut, Rowena. Sa voix était anormalement enjouée, presque festive. Je me suis redressée sur ma chaise. Et, je voulais juste te dire que Jasper et moi partons pour l'Europe demain. N'est-ce pas excitant? Je clignai des yeux. Quoi? Oh, c'est vrai. J'ai presque oublié. Enfin, pas oublié, je ne voulais juste pas en faire toute une histoire. On a vendu la maison de plage et ta voiture. On avait besoin d'argent rapidement, et ce n'est pas comme si tu les utilisais. Bref, tout est finalisé. L'argent est transféré. On part demain après-midi. Un rire léger, insouciant. Je t'aime, ma chérie. On t'enverra des photos. La ligne s'est coupée. Je suis restée à fixer mon reflet dans l'écran sombre de l'ordinateur portable. Derrière moi, le barista a rempli une commande et appelé un prénom. Dehors, la circulation continuait comme si rien n'avait changé, mais quelque chose avait changé. Elle avait dit « on ». Elle parlait d'elle et de Jasper. Pas de moi. La maison de plage appartenait à notre famille depuis que j'étais enfant. Mon père avait construit le quai lui-même. Ma voiture, une vieille Saab que j'avais reconstruite avec mon père un été, n'était pas Tapax en Graveleuil, mais elle m'appartenait. Et pourtant, selon elle, tout avait disparu. Liquidé comme de simples lignes dans son itinéraire. J'ai refermé mon ordinateur lentement. Pas de panique. Je savais que ce jour viendrait. Je l'avais même anticipé, sans être certaine d'avoir un jour à activer ce plan. J'ai pris une dernière gorgée de café tiède, puis j'ai sorti un deuxième téléphone de mon sac, celui que je n'utilisais que pour un seul contact. J'ai composé le numéro. Une sonnerie. Rowena. La voix de Milo était calme, brève. Familière. Elle l'a fait, dis-je. Elle a vendu la maison et la voiture. Un silence. Compris. On lance la procédure? J'ai soufflé par le nez. Oui. Discrètement. Très bien. On commence par les actes de propriété. Je te rappelle dans 1 heure. J'ai raccroché et replacé le téléphone dans mon sac. Autour de moi, la vie du café continuait. Personne n'avait remarqué que quelqu'un venait d'essayer de m'effacer. Mais elle avait oublié quelque chose. Elle avait oublié ce que mon père m'avait appris, comment se préparer en silence, comment attendre sans avertir, et comment protéger ce qui m'appartenait bien avant qu'elle n'en comprenne la valeur. L'enveloppe était dans le fond d'un tiroir de ma commode depuis 15 mois. Je l'avais déplacée 2 fois, une fois lors de mon déménagement à Asheville, une autre en réorganisant après les fêtes, mais je ne l'avais jamais ouverte. Je n'en avais même jamais eu envie. Son écriture était toujours nette à l'avant. « Rowena, quand tu seras prête. » Le matin où il me l'avait donnée, nous étions assis sur le porche de la maison de plage. J'étais venue depuis Chapel Hill juste pour passer le week-end. Il m'avait servi du café, puis avait posé l'enveloppe entre nous, comme si ce n'était qu'un reçu. « Ne l'ouvre pas, avait-il dit, sauf s'il se passe quelque chose. Et seulement quand tu sentiras que c'est le moment. » Je pensais qu'il parlait d'un drame, qu'il serait peut-être arrêté, ou diagnostiqué d'une maladie incurable. Il n'avait jamais parlé de crise cardiaque. Il n'avait pas mentionné qu'il mourrait un mardi matin, dans le garage, en changeant les plaquettes de frein de ma voiture. Cette enveloppe était devenue un fantôme qui vivait à mes côtés. Je continuais de payer les taxes de la maison parce que je pensais honorer sa mémoire. Je laissais maman utiliser la voiture parce que je pensais que c'était la chose décente à faire. Mais maintenant, elle avait vendu les 2 comme s'il s'agissait d'objets dans un vide-grenier. J'ai posé l'enveloppe sur la table à manger. Mes mains étaient stables, mais ma poitrine battait avec quelque chose dont je ne connaissais pas le nom. J'ai glissé mon pouce sous le seau. À l'intérieur, 5 documents. Pas de lettres. Aucune instruction. Le premier, un acte de cession notarié, la maison de plage transférée à une société à responsabilité limitée 2 ans avant sa mort. Le deuxième était similaire, mais pour la voiture. Les 2 suivants concernaient des biens locatifs dont je n'avais même pas connaissance, des duplex à Chapel Hill. Et le dernier, un certificat de création signé pour Veil Holdings LLC. Mon nom, mon adresse, la signature de mon père, le nom de son comptable. Tout était légal. Tout était bétonné. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai contemplé les documents qui confirmaient ce que je comprenais maintenant trop bien, il savait. D'une façon ou d'une autre, dans le silence, il avait vu venir les choses, et il ne lui avait jamais fait confiance.
J'ai tout replié et placé les papiers dans une chemise cartonnée. Puis j'ai repris mon téléphone et j'ai rappelé Milo. Il a décroché avant même la fin de la première sonnerie. Elle n'a jamais eu le droit de vendre quoi que ce soit, dis-je. Ce qui veut dire, répondit-il, qu'on ne fait pas que se défendre. On prend le contrôle. Milo m'a retrouvé à son bureau tôt le lendemain matin. Le bâtiment était l'un de ces anciens moulins rénovés, avec des briques rouges et des poutres en fer, aujourd'hui habillés d'une peinture grise mate et de panneaux minimalistes. Il m'a ouvert lui-même. Café, demanda-t-il. Pas le temps, dis-je en lui tendant la chemise. Commençons par l'acheteur. Il fit glisser les documents hors du dossier et les parcourut rapidement. Tiens. Quel est le nom de l'acheteur ici? Casveille. Intéressante coïncidence. Je souris légèrement. Ce n'est pas une coïncidence. Il leva les yeux vers moi. C'était prévu dans ton plan de secours? Cass et moi avons parlé juste après les funérailles de papa. On partageait une chambre en première année. Aujourd'hui, elle travaille dans l'immobilier. Je ne lui ai pas tout dit, juste que je craignais des manipulations et que je voulais protéger ce qu'il restait. Si jamais maman essayait de vendre quelque chose sans autorisation légale, Cass avait accepté d'agir discrètement comme acheteuse. Elle garderait les biens jusqu'à ce que je puisse réparer les choses. Milo s'adossa, impressionné. Donc ta mère a essayé de vendre des biens volés, et ton agent officiel est quelqu'un à qui tu as donné un mandat légal. Ça veut dire qu'on ne fait pas que contester la vente, on peut la poursuivre en justice. Oui, dis-je. Mais tu le savais déjà. Je hochai la tête. Je ne veux pas de procès. Il haussa un sourcil. Je ne veux pas l'humilier, dis-je. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Qu'elle le ressente, pas comme une punition, mais comme une conséquence. Les batailles juridiques n'apprennent rien aux gens comme elle. Elles ne font que déplacer la faute. Milo resta silencieux un instant, puis posa les papiers. Alors, quel est ton plan? On gèle tout, on annule discrètement le transfert, on remet tout à mon nom, on verrouille la société, on notifie le comté. Et quand elle rentre d'Europe? Je laissai le silence remplir la pièce. Elle découvre qu'elle est exclue de sa propre vie. Milo hocha lentement la tête. Et Cass? Elle garde encore l'acte de propriété. Une fois qu'elle essaiera de rentrer dans la maison, ce sera Cass qui lui refusera l'entrée. Je ne veux pas que ce soit mon nom sur les papiers d'expulsion. Pas encore. Il tapota son stylo pensivement. Tu as vraiment tout anticipé. 2 ans, ça laisse du temps pour voir les choses clairement. Il me rendit la chemise cartonnée. Alors, faisons en une réalité. Avant midi, nous avions lancé la procédure d'annulation. Et avant la tombée de la nuit, j'avais replacé tous les biens sous veille holding sans statut restreint. Il était temps de la laisser bâtir sa propre chute. Ils avaient posté des photos depuis l'aéroport, Alora avec de grandes lunettes de soleil, Jasper tenant un passeport comme si une carte d'embarquement était un billet gagnant. La légende disait, prêt pour notre prochain chapitre. En route. Je n'ai pas commenté. Pas mis de like. Pas réagi. Elle pensait que je ruminais dans mon coin à Asheville, sans voiture, abandonnée. C'était l'histoire qu'elle préférait. Ça l'aidait à dormir. Je la lui ai laissée. Pendant qu'il sirotait du champagne quelque part au-dessus de l'Atlantique, j'ai agi vite. Milo a déposé les documents d'annulation au bureau du comté. Cass a retourné l'acte de propriété dans une enveloppe scellée. Je me suis connecté au tableau de bord de gestion de la LLC et j'ai coupé l'accès à tous les actifs liés à mon nom, biens immobiliers, véhicules, revenus des locations. La voiture, c'était plus simple. Le titre n'avait jamais été complètement transféré. Quelques clics, et elle n'était plus sur le marché. Jasper l'avait laissée au parking longue durée de l'aéroport de Raleigh. J'ai organisé son ramassage, son nettoyage, et sa livraison à mon garage. La maison demandait plus de subtilité. Milo a rédigé l'avis d'expulsion au nom de la société, pas du mien. Légalement, il n'avait même pas besoin de me mentionner. Cass serait nommé comme agent autorisé lorsque l'avis serait livré, 30 jours après la date prévue de retour d'Alora, juste assez de temps pour qu'elle déballe, reprenne son souffle, et lise la lettre collée à la porte d'entrée. Je n'étais pas en colère. Et ça m'a surprise. Je pensais que je le serais, mais ce que je ressentais était plus pur que de la rage. C'était du détachement, celui qui naît quand on arrête enfin de demander à quelqu'un d'être ce qu'il ne pourra jamais être. Papa disait toujours, certaines personnes ne partent jamais. Elles attendent d'être mises dehors. Alora avait toujours été de celles-là.
Je l'imaginais parfois revenir à la raison, se rendre compte que la famille n'est pas quelque chose que l'on dépense. Mais c'était avant de voir son nom sur ces documents falsifiés. Avant d'entendre sa voix dans mon oreille ce jour-là, si légère, si festive, me disant que tout ce que j'aimais était déjà parti. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais ce n'était pas une vengeance. C'était une leçon. Et je ne la lui servais pas, je la laissais la découvrir elle-même, dans son assiette. Le jour où ils ont atterri à Lisbonne, j'ai passé un dernier coup de fil pour confirmer les livraisons. Puis j'ai pris la voiture pour une longue virée, passant devant la maison de plage qu'elle pensait posséder, et j'ai roulé jusque dans la soirée, comme si rien ne m'avait jamais été enlevé. Elle est revenue 4 semaines plus tôt que prévu. Sans appel, sans prévenir, juste un coup frappé à la porte de mon appartement, un jeudi après-midi. Quand j'ai ouvert, j'ai à peine reconnu la femme devant moi. Ses cheveux, autrefois parfaitement bouclés sur toutes ses photos de vacances, étaient tirés en arrière avec un élastique. Son sac de créateur avait l'air déformé, comme s'il avait été bourré à craquer et traîné dans les douanes. Il y avait de profondes cernes sous ses yeux. Pendant un moment, aucune de nous ne parla. « Roona » dit-elle enfin, la voix basse. « Je peux entrer ?» Je me suis écartée. Elle est entrée dans mon appartement comme s'il lui appartenait encore, balayant la pièce du regard comme si elle s'attendait à retrouver des traces de son style, alors qu'elle n'y avait jamais mis les pieds. Elle resta près de l'îlot de cuisine, comme si elle attendait qu'on l'invite à parler. Je lui ai servi du thé à la place. Nous sommes restés en silence pendant que l'eau chauffait. Quand j'ai posé la tasse devant elle, elle l'a saisie à 2 mains et a fixé la vapeur. « Jasper est parti », dit-elle. « Au Portugal. Il a rencontré quelqu'un pendant une excursion en bateau, une fille de 23 ans, une routarde de Marseille. Il m'a dit qu'ils devaient se retrouver. Il a pris ce qui restait de notre argent et a disparu. » J'ai hoché la tête une fois, pas par compassion, juste pour montrer que j'avais compris. J'ai essayé de réserver un vol avec mes points, ajouta-t-elle, mais le compte était vide. J'ai dû emprunter de l'argent à un inconnu à l'aéroport pour appeler la compagnie aérienne. Et en atterrissant, je ne savais pas où aller. Voilà. La vraie phrase, enfouie dans toutes les autres. Je n'ai rien dit pendant un moment, laissant le silence s'installer. Bien sûr que tu peux rester, ai-je dit enfin. Juste pour un moment. Elle cligna des yeux, surprise. Merci, ma chérie. Je sais que je ne le mérite pas. Je n'ai pas protesté. Elle s'est installée dans la chambre d'amis. Je lui ai donné des serviettes propres, une clé, le mot de passe du Wi-Fi. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle comptait faire ensuite. Elle ne m'a pas demandé ce que j'avais fait depuis son départ. Chaque soir, elle préparait le dîner, de petites tentatives trop assaisonnées pour recréer les repas de mon enfance. Chaque matin, elle lavait la vaisselle avant mon réveil. Je la laissais croire que cela comptait. Je souriais quand elle me posait des questions sur mon travail. Je hochais la tête quand elle disait qu'elle allait peut-être chercher un emploi. Mais je prenais aussi des notes, discrètement, chaque reçu où elle utilisait ma carte, chaque appel passé depuis ma ligne, chaque contradiction dans ses paroles. Je ne collectais pas des preuves contre elle, mais pour moi, pour l'histoire. Parce que pardonner sans clarté, ce n'est pas pardonner, c'est une lame. Et j'avais déjà passé assez de ma vie à être effacée. Un soir où elle s'était couchée tôt, j'ai sorti mon vieux carnet de notes, celui que j'utilisais pour mes stratégies clients. J'ai tourné une page blanche et écrit son nom en haut. Puis j'ai noté la date de son retour. C'est elle qui a trouvé un travail. Je ne lui ai pas demandé où elle allait ce matin-là avec un CV froissé et un pull emprunté. Quand elle est rentrée, quelques heures plus tard, elle a posé un papier plié sur le comptoir de la cuisine et m'a dit. C'est un poste de nuit. Nettoyage de bureau, de bâtiment, salaire minimum. Ils m'ont dit que je pouvais commencer demain si je voulais. Je t'ai dit que tu devrais accepter. Et ce fut tout. La première semaine, elle rentrait en boitant, les pieds endoloris, les épaules raides. J'ai laissé des sels d'Epsom devant la salle de bain, sans commenter son silence. Elle se levait avant moi, se forçant à sortir du lit pour éviter d'être vue dormant après l'aube. Quelque chose dans tout cela semblait trop bien joué, trop soigné. La bonne souffrance, exprimée au bon volume. Un peu d'humilité, juste assez perceptible. Mais il y eut aussi des moments où elle oubliait de jouer. Un après-midi, je l'ai trouvée dans la buanderie en train de frotter les bas de son pantalon de travail à la main, même si la machine était libre. Elle ne fredonnait pas. Elle ne se mettait pas en scène, elle était concentrée, la bouche fermée. Un autre soir, elle était assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes,
traçant ses horaires et ses dépenses comme si elle tentait de reconstruire une vie à partir de rien. Sans public, sans mise en scène. Je l'observais. Je ne la félicitais pas. Je ne la sauvais pas. Ce n'était pas le but. Elle préparait maintenant des repas simples, lentilles, riz, légumes en conserve, et elle mangeait tout, sans repousser l'assiette avec cette indifférence étudiée de quelqu'un qui a toujours eu trop. Parfois, elle parlait d'un deuxième emploi, de cours de préparation au GID, ou encore de ce rêve oublié d'étudier le design d'intérieur avant que les choses ne se compliquent. Je n'ai pas demandé ce que « compliqué » signifiait. Elle n'en a pas dit plus. Nous n'étions plus mère et fille dans ces instants. Nous étions deux femmes assises face à face, dans une pièce où aucune n'avait l'avantage. Et pourtant, quelque chose avait changé quand elle avait cessé de le demander. Elle n'a jamais mentionné la maison de plage. Jamais demandé où était la voiture. Peut-être pensait-elle qu'ils étaient perdus. Peut-être savait-elle qu'ils ne l'étaient pas et choisissait de se taire. Peut-être attendait-elle que j'en parle. Mais le silence a sa propre gravité. Il vous attire, ou il vous apprend à tenir sans vous excuser. Une nuit, en passant devant sa porte, je l'ai entendu pleurer doucement. Pas assez fort pour être entendu. Pas assez fort pour être consolé. Juste le son de quelqu'un dont l'ancien monde s'était effondré, et qui hésitait encore à croire que ce nouveau monde pouvait être bâti à main nue. La deuxième enveloppe était plus petite. J'avais presque oublié son existence. Je l'ai retrouvée derrière un vieil album photo, dans le tiroir du bas de mon bureau. Aucune étiquette cette fois, juste mon nom écrit de la main de mon père, soigneuse et reconnaissable. À l'intérieur, une clé USB et une feuille pliée. Encore son écriture, si elle revient un jour, et si elle dit un jour la vérité, donne-lui le reste. Mais seulement si tu es prête à tout voir toi-même. Je l'ai branché. Pas de vidéo, pas de lettres. Juste des chiffres, livres de comptes, feuilles Excel, scan juridique. Une forêt silencieuse de vérité. Le fonds fiduciaire était réel. Créé 4 ans avant sa mort, relié à un compte dans le Wyoming, dissimulé sous une société écran. J'en étais l'unique bénéficiaire. La maison, la voiture, les propriétés locatives n'en étaient qu'une petite partie. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la note enterrée dans un des dossiers, un relevé d'une tentative antérieure d'accès au fonds, 2 ans plus tôt. Le nom d'Alora, sa signature falsifiée, une demande rejetée par la banque et discrètement classée après la mort de mon père. Elle avait déjà essayé. Et elle avait échoué. J'ai imprimé ce qui comptait, les documents du trust, la signature falsifiée, un résumé de tous les biens que je contrôlais désormais légalement. Puis j'ai commencé à écrire, pas un discours, pas une confrontation. Juste une lettre. Non adressée à elle. Adressée à la vérité. Pour une fois, je ne voulais pas qu'elle entende ma voix. Je voulais qu'elle voie le papier, qu'elle lise ce qui avait toujours été là, sous ses yeux. Quand j'ai fini, je l'ai plié soigneusement, scellé, et posé à côté de sa tasse de thé. La vérité lui appartenait désormais. Ce qu'elle en ferait ne m'appartenait pas. Le trajet jusqu'à la maison de plage s'est fait en silence. Elle n'a pas demandé où on allait, jusqu'à ce qu'on entre sur le parking de gravier. Sa respiration s'est bloquée dès qu'elle l'a vu, le même bardage pâle, la même balançoire, le même vent chargé de sel et de pain. Je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert la porte. Elle est entrée lentement, effleurant les moulures comme pour s'assurer que c'était réel. Dans la cuisine, elle s'est arrêtée devant la théière en céramique qu'elle avait achetée un jour au vide-grenier. Sur l'étagère, ses yeux se sont posés sur la photo encadrée de papa en chemise de flanelle, tenant un poisson plus grand que son sourire. Je l'ai laissé errer. Quand elle s'est assise sur le canapé, j'ai posé l'enveloppe sur ses genoux et j'ai quitté la pièce. Depuis le couloir, j'ai écouté le bruissement du papier. Puis le silence. Puis une respiration qui se brise. Puis des sanglots, doux, profonds, presque gutturaux. En vague. Elle n'a pas appelé mon nom. Quand je suis revenue, elle tenait encore la lettre. Ses mains tremblaient. Je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Elle n'a rien nié. Elle ne s'est pas défendue. Elle m'a juste regardé comme si elle me voyait pour la première fois, non pas comme sa fille, mais comme le registre qu'elle ne pouvait plus falsifier. Tu as le choix, ai-je dit. Tu peux partir maintenant, avec dignité. Ou tu peux rester, pas en tant que mère, mais en tant que gardienne. Cette maison va devenir un refuge pour les femmes qui ont été effacées par ceux qui disaient les aimer. Elle hocha une fois la tête. Je veux rester. Je me suis levée et j'ai ouvert la fenêtre à côté d'elle. L'air de l'océan est entré à toute vitesse,
et pour la première fois depuis des années, il ne m'a pas brûlé. Il m'a stabilisé. Il m'a clarifié.